Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Devin Barber. Je vous propose de partir pour les États-Unis et plus précisément à Kenly. Kenly, un petit village situé en Caroline du Nord. C'est ici qu'Alison Sherrod a passé son enfance. Âgée de 21 ans, elle étudie maintenant à l'université de Riley, à 75 km de là. Mais dès qu'elle le peut, elle rentre chez elle, comme en cette fin novembre 2010, pour fêter Thanksgiving en famille. Je supportais très mal de vivre aussi loin. J'avais hâte que la semaine se termine pour pouvoir rentrer chez moi et passer du temps en famille. Te voilà, ma chérie. Coucou, maman. J'allais enfin pouvoir arrêter de penser à la fac et aux examens pendant quelques jours. Me détendre, mettre les pieds sous la table et manger pendant des heures. Alison espère aussi profiter de ce week-end pour revoir tous ses amis du lycée. Salut Stéphane. Notamment Stéphane Gudak, un ami d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. On s'entendait assez bien. On avait été au collège et au lycée ensemble. On avait plus ou moins le même groupe d'amis, on se fréquentait à l'école, mais aussi en dehors des cours. Allez, viens, ça va être sympa. Stéphane m'a dit que ses parents seraient absents tout le week-end et que si je ne retournais pas tout de suite à Raleigh, j'étais invitée à passer la soirée chez lui avec quelques amis communs. Il y aura qui? Tout le monde. Mais encore. T'es sérieuse, là? Ouais, j'ai invité Devin. Devin Barber est le meilleur ami de Stéphane. Mais c'est aussi l'ex-petit copain d'Alison. Et elle ne l'a jamais revu depuis leur rupture, 2 ans auparavant. De l'eau avait coulé sous les ponts. Je me suis dit que ce ne serait pas bien grave qu'il soit présent à la soirée. Ok, je serai là. À quelle heure? 19h30. Ça marche. Alison et Devin se rencontrent 4 ans plus tôt, durant l'été 2006. Kenly est un petit village. Et pendant les vacances, tous les jeunes fréquentent la piscine municipale. C'est là que l'adolescente y croise le jeune homme pour la première fois. Elle tombe immédiatement sous son charme. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu des étoiles dans les yeux. C'était un très très beau garçon. Il avait de longs cheveux blonds, des yeux bleus et un joli bronzage. Il était vraiment canon. Le coup de foudre est réciproque. Dès leur rencontre, ils passent tout leur temps ensemble. Le visage de Devin s'éclairait à chaque fois qu'il parlait d'elle. Alison était capitaine des Pom Pom Girls et avait été élue reine de la promo. Elle était adorable. C'était la plus jolie fille du lycée. Encore aujourd'hui, quand je reparle d'elle avec mes anciens copains de classe, on est tous d'accord. Alison, c'était vraiment quelque chose. Elle était très belle, très séduisante. Une chose est sûre, elle ne laissait pas les garçons indifférents. Et pour ne rien gâcher, elle était brillante. J'étais content, je me disais, c'est bien qu'il sorte avec une fille sérieuse, ça le motivera peut-être à travailler un peu. Il est tombé amoureux tout de suite, dès la première rencontre. On a tous eu le coup de foudre pour elle. Je l'aimais énormément. Elle faisait partie de la famille. Je croisais les doigts pour qu'ils restent ensemble toute leur vie. J'ai tout de suite senti qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Devin a tout juste 16 ans et Alison 17. Ils vivent leur première vraie histoire d'amour. Le jeune couple est sur un petit nuage.
Il me rendait heureuse et me traitait comme une princesse. Je me sentais bien avec lui. C'était le bonheur. Quand je suis entrée en terminale, je me souviens m'être dit « Je crois qu'on va passer le restant de nos jours ensemble. » Mais après avoir décroché son bac, Allison décide d'entrer à l'université, ce qui implique de déménager à Raleigh, à plus d'1 heure de leur village natal. Devin, lui, vient d'entrer en terminale et il ne peut pas encore la suivre. Les mois passent et les deux tourtereaux ont de plus en plus de mal à se voir. Il ne pouvait pas venir à Raleigh et moi, je ne pouvais pas rentrer à la maison. Il y avait toujours un imprévu, un projet à rendre, des révisions à faire. Ça n'avait aucun sens de rentrer tous les week-ends. Ma priorité, c'était la fac. Je voulais réussir mes études. On s'est demandé plusieurs fois si ça valait le coup de continuer et s'il ne valait pas mieux se séparer. Je savais que ça arriverait un jour ou l'autre. Avant, Allison était tout le temps fourrée à la maison. Elle passait tous ses week-ends avec Devin. Et puis, petit à petit, ils se sont éloignés. Allison et Devin ne supportent plus la distance qui les sépare. Après 2 ans de relation, ils décident de rompre. Il avait très mal vécu leur séparation. Il aimait Allison à la folie. Lui qui nageait dans le bonheur s'est transformé du jour au lendemain. Il était triste, il dormait sans arrêt. Il n'avait plus vraiment de raison de se lever le matin. Après leur rupture, l'adolescent est anéanti. Inconsolable, il arrête brutalement le lycée en cours d'année. Ça m'a beaucoup déçu. Je priais pour qu'il change d'avis. Il s'était renseigné pour rejoindre l'armée, mais là-bas, il refuse les jeunes qui n'ont pas terminé le lycée. Il faut avoir le bac pour s'engager. Donc ça aussi, c'est tombé à l'eau. Quand on décroche de ses études, les options sont limitées. Il ne savait pas encore ce qu'il voulait faire de sa vie. Au lieu d'aller en cours, Devin se met à traîner. Et surtout, il commence à avoir de mauvaises fréquentations. Au village, on les surnommait les démons, parce qu'ils aimaient l'alcool, la provoque et la bagarre. Je te jure, mec! Je te jure! On peut dire qu'il était allergique à l'autorité. Quand on avait le malheur de le remettre en cause, il nous le faisait payer. Et quand on le fixait un peu trop longtemps, il disait « Tu veux ma photo ?» Ça t'embête si je te prends une bière? Non, vas-y, il y en a dans la glacière. Nickel. Sers-toi. Sa phrase préférée, c'était « Hey connard, tu veux te battre ?» Mais après 2 années d'errance, Devin reprend enfin sa vie en main. Il renoue avec ses copains d'enfance. Et en particulier avec Stéphane Gudak, son meilleur ami. Devin accepte même de se rendre à la soirée que Stéphane organise chez lui le 26 novembre 2010. L'occasion pour Devin et Allison de se revoir après 2 ans de silence. Sur la route, j'ai commencé à stresser à l'idée de le revoir. Mais j'avais dit que je viendrais, alors je ne pouvais pas faire marche arrière. Allison est nerveuse. Elle n'a pas revu son amour de jeunesse depuis des mois. Alors elle redoute un peu ses retrouvailles. Y a quelqu'un? Stéphane! Je suis là! Allison! Arrête! Oh, fais pas ta rade à joie. Ils sont où les autres? T'en fais pas, ils arrivent. Ah, Devin. Salut, Allison. Salut. Au début, ça m'a fait bizarre de le revoir. Alors? Ça va? Oui.
Ça va. Je te sers à boire? Non, merci. Allez, bois un coup. Ça te détendra. J'étais curieuse de voir s'il avait changé. Moi, de mémoire, je m'étais teint les cheveux. Quand je l'ai revu, mon cœur s'est emballé. C'était un mélange de trac et de joie. Ça fait un bail qu'on s'est pas vus tous les deux. C'est clair. On a échangé des banalités. Quoi de neuf? Comment ça va depuis tout ce temps? On était un peu mal à l'aise. Devin et Allison sont contents de se retrouver. Merci. Pas de souci. Mais entre eux, la gêne est palpable. Et la présence de Stéphane n'arrange rien à la situation. Je croyais que vous aviez tourné la page. Bonjour l'ambiance. C'était le spécialiste des remarques déplacées. Il n'en ratait pas une. Stéphane a toujours été très franc avec Devin, même quand ce dernier sortait avec Allison. Car les deux jeunes hommes sont comme les doigts de la main depuis leur plus tendre enfance. Je le lèche. T'es pas cap. Sérieux? Ah. Bravo. C'est dégueu. Devin Barber tente l'impossible. Une amitié indéfectible unit les deux adolescents. Ils se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient que des enfants et ils partagent les mêmes passions. Si je me souviens bien, Devin et Stéphane ont fait connaissance au camp scout de Pine Level. Stéphane est venu jouer à la maison et voilà, c'était parti. Ils adoraient parler musique et voiture. Ils faisaient la paire. Devin aimait Stéphane comme son frère. Rien n'aurait pu les séparer. Ils pouvaient toujours compter l'un sur l'autre. À l'adolescence, Devin gagne en assurance. Tout le monde le remarque et il plaît aux filles. Tandis que Stéphane, lui, est plus réservé. Il reste toujours en retrait. Devin était quelqu'un de très sociable. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Il était ce qu'on peut appeler un mauvais garçon, mais dans le bon sens du terme. Il adorait être le clown de service. Il faisait le pitre à l'école et n'arrêtait pas de jouer des tours à sa sœur et à ses copains. Il affichait toujours un grand sourire et enchaînait les farces en rigolant. Stéphane aimait Devin pour les mêmes raisons que tout le monde. Il était drôle, fort et il avait du caractère. Stéphane, lui, était un peu plus introverti. Il fallait le faire sortir de sa coquille pour qu'il se mette à parler. Dès qu'il y avait du monde, ça le rendait nerveux. Il ne savait plus quoi dire. C'était un garçon très maladroit. Ça m'a tout de suite frappée. Quand mon frère se mettait à parler, toutes les filles le trouvaient drôle, charmeur. Elles buvaient ses paroles. Mais quand c'était au tour de Stéphane, il avait le chic pour mettre tout le monde mal à l'aise. Leur amitié ne semble pas en souffrir. Même après être tombé amoureux d'Allison, Devin fait tout pour que Stéphane ne se sente jamais à l'écart. On était un peu comme les trois mousquetaires. On était tout le temps fourrés ensemble. Devin et Stéphane étaient comme cul et chemise. Ils pouvaient passer des heures à refaire le monde. Et moi, je m'asseyais un peu plus loin et je les écoutais bavarder. Mais le temps passe et la situation se complique. Stéphane semble jaloux de cette relation amoureuse. Stéphane avait du mal à accepter que Devin passe du temps avec quelqu'un d'autre que lui. Je ne dirais pas qu'il était en colère, mais il devenait distant. Quand on n'était que tous les trois et que Devin et moi, on se faisait des câlins, Stéphane n'arrêtait pas de nous dire « Hé, les amoureux, on se calme !» Il était moins beau, il n'avait pas autant de charme.
On voyait bien qu'il vivait dans l'ombre de Devin. C'est à cette période que Stéphane ressent le besoin de prendre de la distance avec le jeune couple. Il décide de quitter la région pour s'engager dans l'armée. Rapidement, il part pour l'Irak. En novembre 2010, cela fait maintenant 2 ans que les 3 amis ne se sont pas revus. Stéphane est rentré définitivement du Moyen-Orient. Et la vie semble lui sourire. Alors, pour l'occasion, il a réuni tous leurs copains de lycée. Je termine la fac dans 1 an et ensuite je commence à travailler dans la mode. Imagine, tu deviens célèbre. Je crois pas, non. Je n'avais pas vu la plupart de ces gens depuis plusieurs années. C'était chouette de changer un peu de décor et de revoir mes amis d'avant. Il y avait de la musique, la télé était allumée, l'ambiance était sympa. Je n'étais pas au courant qu'Allison serait à la soirée de Stéphane. J'imagine que Devin était dans ses petits souliers. Ils avaient beau être séparés, il avait toujours des sentiments pour elle. D'ailleurs, Allison et Devin ne se quittent pas de la soirée. La magie opère comme au premier jour. Ils semblent être de plus en plus proches. Ouais. J'avais peur que t'aimes pas. Ah, si. Tant mieux. Ça te va très bien. On s'est remémoré le bon vieux temps. De fil en aiguille, on a évoqué notre relation. Et on s'est dit qu'avec quelques années de plus, si on se remettait ensemble maintenant, ce serait peut-être différent. Allison et Devin se retrouvent comme au bon vieux temps. Mais du côté de Stéphane, ce rapprochement passe mal. Encore une fois, il se sent délaissé par ses 2 amis. Le connaissant, il était sûrement un peu jaloux, car c'était autant de temps qu'on ne passait pas avec lui. Il a dû se sentir mis à l'écart. Stéphane était tout à fait du genre à se faire des films et à se vexer parce qu'on ne lui parlait pas à lui. Je peux te laisser 2 minutes? Bien sûr. Merci. Devin et Stéphane avaient l'habitude de se chambrer et de se traiter de tous les noms. Qu'est-ce qui te prend? De quoi tu parles? Pourquoi tu nous mates? Ça leur arrivait de se fâcher et de bouder chacun dans leur coin, mais ensuite ils se reparlaient comme si de rien n'était. Pourtant, ce soir-là, Stéphane semble vraiment en colère. Il n'est plus l'adolescent introverti d'autrefois. Et il ne supporte pas de se sentir une nouvelle fois éclipsé par son ami Devin. Alors, il passe la soirée à épier ses allées et venues avec Allison. La jeune femme et Devin se sentent obligés de ruser pour se parler. Je me suis retrouvée plusieurs fois en tête-à-tête avec Devin. Par exemple, quand les autres allaient à la cuisine, on restait discuter au salon. Et quand ils revenaient au salon, on allait sur la terrasse. On a passé toute la soirée à essayer de trouver quelques minutes pour se parler seul à seul. Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. À quoi? À nous. Et au temps qui passe. Dès qu'on parlait de leur rupture, Devin finissait toujours par me dire « Si je pouvais revoir Allison ne serait-ce qu'une fois, je rattraperais le coup. Je lui dirais ci ou ça et on se remettrait ensemble. » Suis-moi. Devin n'avait pas réussi à passer à autre chose. Et pour cause, il n'avait jamais eu l'intention de tourner la page. Tout ce qu'il voulait, c'était se remettre avec elle et il comptait bien le lui prouver. Tu me manques. Toi aussi. Tu crois que ça se passerait mieux si on se remettait ensemble aujourd'hui? Hé, c'est à l'intérieur que ça se passe. Stéphane nous a interrompus plusieurs fois au cours de la soirée. Il nous disait des trucs du genre « Qu'est-ce que vous faites tout seul? Arrêtez de discuter, venez à l'intérieur. Ici, c'est chez moi, on devrait tous être ensemble. » Tu veux bien nous laisser 2 minutes?
Je suis adulte, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de discuter dehors avec un ami, personne ne peut m'obliger à faire le contraire. On devrait se revoir avant que tu retournes à Raleigh. Oui. Il y aurait peut-être moins de pression. Hey. Ça va? Oh là, il faut que j'y aille. Mes parents. Je peux pas rentrer tard. Mes parents m'avaient demandé de rentrer avant minuit. Quand j'ai regardé l'heure, il était déjà minuit 51. Alors je me suis mise en route. Attends, j'ai un truc à te dire. Ok. Il m'a dit, malgré les années qui passent, je t'aime encore. J'espère que tu le sais. Je tiens encore à toi. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Ça te fait peur? Non. Secrètement, ça faisait 2 ans que je rêvais d'entendre ça. Allison et Devin partagent les mêmes sentiments. Ils voudraient se donner une nouvelle chance. Mais leur moment de complicité est brutalement interrompu quand Stéphane débarque, furieux. Sors de cette voiture et laisse-la tranquille. Non, arrête! Sors de là tout de suite! Rendez-vous chez ma mère dans un quart d'heure. Peut-être que Stéphane a voulu protéger Allison. Ou bien il était jaloux parce que Devin s'apprêtait à quitter la soirée pour aller la retrouver. Allison part aussitôt chez elle et attend Devin dans sa voiture. Les minutes passent, sans nouvelles du jeune homme. Elle finit par aller se coucher. Devin ne la rejoindra jamais. À ce moment-là, la jeune fille est loin d'imaginer que la dispute entre les garçons dégénère totalement. Dégage d'ici! T'es malade ou quoi? J'ai dit dégage! Aucun d'eux ne parvient à se maîtriser. Des années de rancœur remontent soudain à la surface. Police secours, comté de Johnston, j'écoute. J'ai tiré sur quelqu'un. D'accord, dites-moi ce qui s'est passé. Je lui ai demandé plusieurs fois de partir, je l'ai bousculé, et comme il n'a pas bougé, j'ai dû lui tirer dessus. Vous êtes dehors, là? Oui, je suis dans l'allée avec lui. Ok. Il est conscient? Oui. D'accord, il saigne beaucoup? Oui, il y a du sang partout. Ok. À l'arrière-plan, on entendait ce que j'appelle le râle de l'agonie. La victime gémissait. Elle essayait de respirer tant bien que mal. On a prévenu les secours. Faites vite, s'il vous plaît. Les secours sont arrivés et se sont tout de suite occupés de lui. Je suis descendu de voiture, je me suis approché et je l'ai reconnu. C'était Devin Barber. Je connaissais aussi Stéphane Gudak, parce que son père était commissaire de police. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Stéphane se trouvait à l'arrière d'une voiture de police. Il était menotté et en état d'arrestation. Il regardait dans le vide. Il repensait peut-être à ce qu'il venait de faire. Devin est entre la vie et la mort. Les secours l'emmènent à l'hôpital en urgence. Stéphane, lui, est arrêté et conduit aussitôt au poste de police. Trois heures plus tard, les parents de Devin sont réveillés en pleine nuit par le téléphone. J'ai pas réussi à répondre à temps. Ça avait déjà raccroché. J'ai rappelé le numéro en question. C'était l'hôpital. Ils m'ont simplement demandé de me rendre aux urgences. J'ai dit « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Ils n'ont pas voulu rentrer dans les détails. C'est là que j'ai compris que c'était grave. Mais je ne savais pas à quel point.
La famille est en état de choc. Il est 4h30 du matin quand les parents et la sœur de Devin arrivent à l'hôpital. Un médecin vient à leur rencontre. On était assis, le médecin s'est penché et il nous a dit « Cette nuit, votre fils, votre frère... » Je suis navrée, mais on lui a tiré dessus et il a succombé à ses blessures. Ma mère a répondu « Comment ça, il a succombé à ses blessures ?» Elle était sous le choc. Quant à moi, j'ai tout de suite fondu en larmes. Je n'arrivais plus à respirer, j'étais terrifiée. Le médecin a dit « Je suis navrée, madame, votre fils n'a pas survécu. » J'ai perdu mon premier enfant, mon garçon. Après ça, tout a changé. J'ai cru à un accident de voiture. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il trouve la mort dans des circonstances pareilles. Jamais de la vie. J'ai demandé si la police savait qui lui avait fait ça. On m'a répondu « À ce stade de l'enquête, Stéphane est le suspect numéro 1. » On était stupéfaits. Quoi? Non, c'est pas possible. Pas Stéphane, il aurait jamais pu faire ça. Vous êtes sûr que c'était lui? Ça n'avait aucun sens. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Pour comprendre comment les deux amis ont pu en arriver là, la police interroge tous les jeunes présents à la soirée. C'étaient des amis d'enfance. Ils avaient fait le lycée ensemble. Ils avaient le même groupe d'amis. Devin était là parce que Stéphane l'avait invité. Se retrouver avec le sang de son meilleur ami sur les mains, ça m'a fait penser à Abel et Caïn. Dans un premier temps, la police cherche avant tout à établir le mobile qui pourrait expliquer le geste criminel de Stéphane. Le 27 novembre 2010, le lendemain du meurtre de Devin Barber, la terrible nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le village. Tout le monde était sous le choc. Tout le monde. On n'arrivait pas à y croire. Ça tenait pas debout. Stéphane Gudak est accusé de meurtre. S'il n'y a pas de doute sur son geste fatal, ses motivations sont toujours aussi mystérieuses. Et face aux enquêteurs, il reste silencieux. Il est donc placé en détention dans l'attente de son procès. À Kenley, l'enquête se poursuit. La police veut entendre au plus vite Allison, qui semble au cœur de l'affaire. Mais la jeune fille ignore encore tout du drame qui s'est joué pendant la nuit. Ce matin-là, je me suis réveillée vers 7h30 et quand j'ai allumé mon téléphone, j'avais un message du bureau d'enquête de Caroline du Nord. Ils avaient quelques questions à me poser et me demandaient de les rappeler. Ils m'ont demandé si j'avais assisté à une soirée à Pine Level, la veille au soir, et si je connaissais Devin et Stéphane. Je leur ai demandé 20 fois si tout allait bien ou s'il y avait un problème. Après m'avoir fait subir un interrogatoire en règle, ils ont fini par me dire « Hier soir, Stéphane a tiré à 3 reprises sur Devin. Il est mort de ses blessures. » Et là, je suis restée sans voix. Je me suis recroquevillée et j'ai pleuré pendant des heures. Allison est anéantie. Et elle ne comprend pas comment Stéphane a basculé dans une telle folie meurtrière. Alors la police interroge les témoins du drame, les uns après les autres. Et peu à peu, un mobile se dessine. Stéphane ne semblait pas du tout apprécier le comportement de Devin envers Allison.
Il n'arrêtait pas de dire qu'il la faisait pleurer. C'était sa vie, sa maison, sa soirée. Le fait que Devin passe son temps dehors avec Allison au lieu d'être à l'intérieur avec lui, ça, Stéphane ne l'a pas accepté. D'un seul coup, il s'est mis à faire les 100 pas. Son comportement a changé et il s'en est pris à Devin Barber. Je t'ai dit de partir! Hors de contrôle, Stéphane aurait alors insulté son ami. La situation devient explosive. Il lui a dit « Devin, t'es qu'une espèce de gros débile, t'arriveras jamais à rien, t'es minable. Tout ce que tu sais faire, c'est picoler. » Il voulait absolument renvoyer une image de gros dur, capable de tout faire et de tout encaisser. Il essayait désespérément de faire croire que lui aussi était un mauvais garçon et que Devin ne lui arrivait pas à la cheville. D'après les témoins, M. Gudak aurait menacé son ami. Il lui aurait dit, je cite, « Je te préviens, si tu ne pars pas, je te tue. » Ils en sont venus aux mains. Stéphane a bousculé Devin le premier. Devin a riposté. Une arme est apparue et 3 coups de feu ont retenti. Le procès de Stéphane Gudak s'ouvre en août 2012. Le jeune homme est appelé à la barre pour donner sa version des faits. Il confirme avoir tiré à 3 reprises sur Devin, mais il explique qu'il n'a pas eu le choix. Il a plaidé la légitime défense. Il était allé en Irak. Il avait vu l'horreur de la guerre. Mais une simple dispute avec son soi-disant meilleur ami, c'était trop difficile à gérer. La solution, c'était de sortir une arme et de lui tirer dessus à 3 reprises. Ça fait beaucoup pour de la légitime défense. La famille et les amis de Devin ne croient pas à la version de Stéphane. Selon eux, le jeune homme avait un mobile et ce soir-là, il l'a abattu de sang-froid. C'est la jalousie qui l'a poussé au crime. Il ne pouvait pas la contenir plus longtemps. Il fallait que ça cesse. Pour moi, c'est la seule explication possible. Tuer quelqu'un, lui ôter la vie, c'est un acte insensé. Personne n'a le droit de faire une chose pareille. Après une semaine d'audience, le verdict tombe. La cour déclare Stéphane Gudak coupable d'homicide volontaire. Les jurés ne croient pas à la thèse de la légitime défense, car c'est Stéphane qui a provoqué la dispute. Et il avait un mobile, la jalousie. Pourtant, quand la peine est annoncée, le public est stupéfait. Il n'est condamné qu'à 7 ans de prison. Le verdict a choqué tout le monde. Un silence de plomb est tombé dans la salle d'audience. On n'en revenait pas. C'était comme si Devin était mort une seconde fois. Sur la première page, il y a écrit « Pour Devin ». Devin, tu peux le baisser un peu? Super, merci. Aujourd'hui, Allison Sherrod ignore ce que l'avenir leur aurait réservé. Mais chaque jour, elle continue d'avoir des regrets. Si je n'étais pas allée à cette soirée, il ne se serait pas disputé et Devin serait toujours en vie. Je pense surtout à lui le jour de mon anniversaire et quand les beaux jours arrivent, parce qu'on s'est rencontrés en été. Dès qu'il se met à faire chaud, ça me rappelle notre amour de jeunesse et tous les étés qu'on a passés ensemble. Sa mort a laissé un grand vide et m'a brisé le cœur. Je ne comprendrai jamais le geste de Stéphane. Allison a dit au tribunal qu'elle aurait voulu porter son enfant. Ils se seraient peut-être remis ensemble, et peut-être même qu'ils se seraient mariés. On ne le saura jamais. Il me manque tellement.
Je me demande tout le temps à quoi ressemblerait notre vie s'il était encore parmi nous. Aucun parent ne veut enterrer son enfant. Sa mort a détruit notre famille. C'était un garçon adorable. Il ne méritait pas une chose pareille. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Dans la saison consacrée aux histoires les plus troublantes de Chroniques criminelles, peu d'affaires ont autant déconcerté les téléspectateurs que celle intitulée « L'affaire d'Evan Barber, ami pour la vie ». Tout commence dans une petite ville du Midwest américain, un endroit où les rues sont propres, où les voisins se saluent par habitude plutôt que par sincère intérêt, et où les secrets ont tendance à fermenter comme du bois humide sous le soleil d'août. Evan Barber, jeune homme de 22 ans, n'était pas une figure particulièrement marquante de la communauté. Il n'était pas non plus invisible. On le voyait parfois sur son skateboard, un sac à dos élimé accroché à une épaule, son casque de musique vissé sur la tête. Il avait un air d'enfant qui n'avait jamais vraiment grandi, un mélange d'innocence et de timidité. Et pourtant, derrière ce regard presque fragile, se cachaient des zones d'ombre que personne, pas même ses proches, n'avait voulu observer de trop près. L'histoire, telle que la série la présente, s'ouvre par une chronologie presque banale. Devin et son ami d'enfance, Luke Matterson, se sont connus à l'école primaire. On raconte qu'ils ne se quittaient jamais. Les professeurs se souvenaient encore de 2 silhouettes assises au fond de la classe, complotant silencieusement des projets mystérieux, comme si le monde extérieur n'existait pas. Devant les caméras, une ancienne institutrice dit même « Ils ne parlaient pas beaucoup aux autres enfants, mais entre eux, c'était comme une langue secrète. » L'expression frappa les enquêteurs, mais à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer à quel point elle deviendrait prophétique. À 22 ans, cependant, leur chemin semblait se séparer. Luke travaillait dans un garage, économisant assez pour partir un jour sur la côte ouest. Devin, lui, enchaînait des petits boulots, passant de la livraison de pizza à la manutention dans un entrepôt. Pourtant, malgré leurs différences, ils continuaient de se voir presque chaque soir. Une apparente amitié solide, presque trop solide, jusqu'au jour où tout a basculé. Le reportage de Chroniques criminelles insiste sur cette date, le 14 octobre 2019. Une journée qui avait commencé comme toutes les autres, imprégnée de la monotonie habituelle. Luke avait terminé son service au garage vers 17h, avait envoyé un message à Devin. « On se retrouve chez moi ?» Puis était rentré chez lui. Les caméras de surveillance du quartier le montrent ouvrir la porte de sa petite maison en bois à 17h42. Mais après cela, plus aucune trace. Quand la police fut appelée 24 heures plus tard, c'est Devin lui-même qui signala la disparition. Dans l'appel enregistré que l'émission utilise abondamment, sa voix tremble légèrement. « Je suis inquiet. » Luke ne répond pas. Ce n'est pas son genre. Le ton est juste, trop juste peut-être, comme si chaque mot avait été répété mentalement avant d'être prononcé. Les enquêteurs, du moins au début, ne se méfieront pas. Après tout, les disparitions d'adultes jeunes, même brèves, sont courantes. Peut-être Luke avait-il simplement décidé de partir quelques jours, de prendre l'air pour réfléchir à son avenir. Sauf qu'une série de détails étranges commença rapidement à émerger. D'abord, l'état de la maison. Les policiers se trouvèrent de la porte verrouillée de l'intérieur, ce qui réduisait considérablement les scénarios possibles. À l'intérieur, rien n'était renversé, rien ne semblait voler. Un calme presque inquiétant régnait, comme si le temps avait été suspendu juste avant un événement important. Sur la table du salon, une tasse de café encore partiellement pleine. Dans l'évier, quelques assiettes non lavées. Et dans la chambre, un téléphone portable que Luke n'aurait jamais laissé derrière lui, selon ses proches. Mais ce fut une autre découverte qui changea la nature de l'enquête. Sous le lit, soigneusement glissé contre le mur, les agents mirent la main sur un carnet noir. Un journal, celui de Luke. L'inspectrice qui le consulta en premier admit plus tard avoir ressenti une sorte de malaise. On sentait que quelque chose n'allait pas dans cette relation. À l'intérieur, des pages entières consacrées à Devin. Certaines tendres, d'autres
beaucoup plus ambigu. Devin ne me parle plus comme avant. Parfois j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou si je me fais des idées. Mais il me regarde parfois comme s'il attendait que je dise quelque chose que je n'ai pas dit, comme s'il voulait que je devine. D'autres phrases, encore plus troublantes. Il m'a demandé aujourd'hui si je pensais qu'on serait amis pour la vie. J'ai ri, mais il ne riait pas. Ce carnet allait devenir la pièce centrale d'un puzzle déroutant. Pourtant, la police n'avait toujours aucune preuve d'un crime. Pas de lutte, pas de sang, pas de scène violente. Rien, hormis une disparition inexplicable. C'est alors que les enquêteurs décidèrent d'interroger Devin. Chronique criminelle montre un extrait de sa première déposition. Il est assis, les mains jointes, le regard baissé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé chez lui, il n'y était pas. Peut-être qu'il voulait partir quelques jours. L'inspectrice l'interrompt. Mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Comment aurait-il pu sortir? Devin marque une pause trop longue, assez pour que même un téléspectateur attentif sente le décalage. Peut-être par la fenêtre? Sauf que la fenêtre, les enquêteurs l'avaient déjà vérifiée. Elle ne pouvait pas s'ouvrir plus de 10 cm à cause d'un mécanisme de sécurité. Très vite, les doutes commencèrent à s'accumuler. Mais en parallèle, une autre vérité, plus complexe, commençait à émerger, celle d'une relation amicale intense, peut-être obsessionnelle, peut-être déséquilibrée, dans laquelle la frontière entre loyauté et dépendance devenait floue. Les voisins confirmèrent que les deux jeunes hommes passaient énormément de temps ensemble. Certains y voyaient une amitié fusionnelle, d'autres, une dynamique étrange. Une voisine déclara « Ils étaient proches, oui, mais c'était comme si Devin avait besoin de Luc plus que Luc n'avait besoin de lui. » Au fur et à mesure de l'enquête, un spectre commença à planer sur l'affaire. Et si cette amitié, célébrée depuis l'enfance, avait glissé vers une forme d'attachement dangereux? Le tournant survint 3 jours après la disparition. Une vidéo fut retrouvée sur une caméra municipale, située près d'un terrain vague à la sortie de la ville. On y voit une silhouette marchant seule à 23h18 le soir de la disparition. Une capuche noire, une démarche raide, et surtout, un sac à dos identique à celui de Luc. Les enquêteurs analysèrent la vidéo. La silhouette n'était pas Luc, c'était Devin. Lorsqu'on l'interrogea sur ses déplacements ce soir-là, il affirma être resté chez lui, mais les images le contredisaient formellement. Et malgré cela, il niait encore. « Non, ce n'est pas moi, vous vous trompez. Je n'avais aucune raison d'aller là-bas. » Et c'est à ce moment-là que l'affaire commença à glisser d'une simple disparition vers un véritable thriller psychologique. Lorsque la police confronta Devin Barber aux images de la caméra municipale, l'atmosphère dans la salle d'interrogatoire changea subtilement. L'inspectrice Caldwell, une femme au visage ferme mais aux gestes mesurés, fit glisser la tablette sur la table, l'écran tourné vers le jeune homme. Devin baissa les yeux vers la vidéo, cligna légèrement des paupières et un silence pesant s'installa. « Ce n'est pas moi », répéta-t-il, mais sa voix manquait de conviction, comme s'il testait davantage la résistance des enquêteurs que sa propre certitude. Caldwell, habituée aux menteurs hésitants autant qu'aux innocents nerveux, ne réagit pas immédiatement. Elle croisa simplement les mains devant elle et observa la réaction du jeune homme. C'était une technique classique, mais redoutable. Laisser le silence remplir l'espace jusqu'à ce que celui qui ment ne supporte plus son propre mensonge. Devin finit par détourner le regard, comme si la lumière de l'écran l'éblouissait. « Vous savez, » dit Caldwell d'un ton doux, « parfois les gens se retrouvent dans des situations où ils agissent sans réfléchir. Ce n'est pas forcément criminel. Mais mentir, ça rend tout beaucoup plus compliqué. » Malgré tout, Devin resta obstinément accroché à sa version. Ce déni obstiné commença à intriguer les enquêteurs. Était-ce le signe d'une culpabilité flagrante ou celui d'un jeune homme désorienté, dépassé par la situation? L'équipe décida alors d'élargir l'enquête autour du terrain vague où Devin avait été vu. Ce secteur, autrefois destiné à accueillir un lotissement abandonné faute de financement, servait désormais de lieu de passage, parfois même de refuge à quelques marginaux. La terre y était meuble, l'herbe haute, et la nuit, aucune lumière ne venait troubler le noir complet. Les agents commencèrent à ratisser la zone dès l'aube. Ils découvrirent rapidement un objet qui changea la nature de l'enquête. Un bracelet en cuir sombre, doté d'un fermoir métallique gravé de l'initiale L. Léa, la sœur de Luc, reconnut immédiatement l'objet. « Je lui ai offert pour ses 20 ans. Il ne le quittait jamais. »
Le bracelet était partiellement enterré, comme si quelqu'un l'avait jeté là dans la précipitation. Aucune trace de sang, aucune empreinte exploitable. Mais sa présence était suffisante pour troubler la famille, les enquêteurs, et même, en silence, les téléspectateurs de l'émission. Les policiers intervinrent alors chez Devin pour une perquisition complète. Sa petite chambre, située dans la maison modeste qu'il partageait avec sa mère, semblait ordinaire à première vue. Un lit simple, un bureau en désordre, un mur recouvert d'affiches de jeux vidéo et de groupes de rock indépendants. Mais en fouillant davantage, ils tombèrent sur une boîte métallique rangée tout au fond d'un placard. À l'intérieur, plusieurs objets appartenant visiblement à Luke. Un vieux briquet, une photo de classe, un morceau de tissu appartenant à un sweatshirt de Luke soigneusement plié. Les objets n'étaient pas en soi compromettants. Après tout, des amis d'enfance peuvent garder des souvenirs partagés. Mais c'était l'ensemble, la manière méthodique dont ils avaient été rangés, qui souleva de nouvelles questions. Pourquoi Devin stockait-il secrètement des objets personnels de Luke, sans que celui-ci ne le sache? Caldwell, qui connaissait bien les dynamiques relationnelles déséquilibrées, commençait à se faire une idée. Elle revint s'asseoir face à Devin et posa la boîte sur la table. La réaction du jeune homme fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage se décomposa légèrement. Il tenta d'attraper la boîte comme si elle contenait quelque chose de fragile, mais l'inspectrice la retira hors de portée. « Pourquoi avais-tu ça chez toi ?» demanda-t-elle calmement. Devin respira profondément, comme s'il cherchait les mots exacts pour justifier l'injustifiable. « Ce sont des souvenirs, rien de plus. On se connaît depuis longtemps, vous savez. » Caldwell ne sembla pas convaincu. « Mais why ?» reprit-elle, en accentuant légèrement le mot anglais que Devin utilisait souvent dans son jargon quotidien. Garder tout ça sans lui en parler? Le jeune homme baissa la tête. « Parce qu'il se serait moqué de moi », murmura-t-il. L'émission met alors en avant un témoignage crucial, celui de Mark Turner, un ancien ami du duo, qui affirma que la relation entre les deux jeunes hommes avait changé au fil des années. Devin était, plus investi que Luke dans leur amitié. C'était presque maladif, parfois. Si Luke passait du temps avec quelqu'un d'autre, Devin devenait nerveux, inquiet. Il envoyait des messages pour savoir où il était, avec qui. C'était bizarre. Ce témoignage relança la piste d'une amitié devenue obsession. Les enquêteurs reprirent alors la lecture du journal de Luke, cherchant des indices supplémentaires. Ils tombèrent sur un passage écrit 3 semaines avant la disparition. Devin m'a demandé encore une fois si je voulais qu'on vive ensemble l'an prochain. Je lui ai dit que je ne savais pas encore, qu'on verrait. Il l'a mal pris. Il me regarde différemment depuis. Je ne comprends plus ce qu'il attend de moi. Ce passage, diffusé dans l'émission, provoqua un frisson chez de nombreux téléspectateurs. Caldwell, elle, y vit un motif, la peur de l'abandon. Elle décida alors d'approfondir les recherches sur les jours précédant la disparition. Un élément retint particulièrement leur attention. Un message non envoyé, resté dans les brouillons du téléphone de Luke, découvert lors de l'analyse. Le message disait « Dave, je crois qu'on doit prendre un peu de distance. Rien de grave, mais je sens qu'on s'étouffe mutuellement. On a grandi, on n'est plus les mêmes qu'à 10 ans. » Ce message, non envoyé, mais clairement préparé, pourrait être interprété de 2 façons. Soit Luke avait renoncé à l'envoyer pour ne pas blesser son ami, soit quelque chose l'en avait empêché. Les enquêteurs commencèrent à envisager un scénario dans lequel Luke aurait tenté de prendre ses distances, provoquant une réaction incontrôlée chez Devin. Pourtant, il manquait une pièce essentielle, le corps. Sans lui, impossible de prouver quoi que ce soit. L'émission montre ensuite un moment déterminant de l'affaire. La découverte d'un sac à dos 2 kilomètres plus loin dans une zone boisée. Le sac appartenait clairement à Luke. À l'intérieur, quelques affaires personnelles, un t-shirt, une bouteille d'eau et surtout son portefeuille. Un détail qui contredisait l'idée d'un départ volontaire. Mais ce fut un petit papier, glissé dans une poche intérieure, qui fit monter la tension d'un cran. On pouvait y lire d'une écriture fébrile. « Je crois qu'il sait ». Le « il » n'était pas identifié, mais les enquêteurs firent immédiatement un lien évident. Le papier, abîmé par l'humidité, ne portait aucune trace exploitable, mais la phrase suffisait à faire basculer l'enquête vers une interprétation plus sombre. Luke se sentait surveillé, peut-être menacé. Caldwell convoqua de nouveau Devin. Cette fois, l'entretien fut plus frontal. « Pourquoi es-tu allé dans la zone boisée ce soir-là »
demanda-t-elle en déposant le sac sur la table. « Je n'y suis pas allé, répéta Devin, mais son visage trahissait une fatigue nouvelle, comme s'il affrontait une tempête intérieure. Caldwell, posant enfin la question que tout le monde redoutait, demanda « Devin, est-ce que quelque chose s'est passé entre vous ce soir-là? Quelque chose que tu n'arrives pas à dire ?» Le jeune homme ne répondit pas immédiatement. Son regard se fixa sur une tache du mur, comme s'il y cherchait un point d'ancrage. Puis, d'une voix presque imperceptible, il murmura « Je voulais juste qu'il reste. » Lorsque Devin murmura « Je voulais juste qu'il reste », l'inspectrice Caldwell comprit qu'elle venait d'atteindre un point de bascule. Ce n'était pas une confession, pas encore, mais c'était la première fissure réelle dans le mur de déni qu'il s'efforçait de maintenir depuis le début. Elle fixa attentivement ses traits, la tension crispant sa mâchoire, les doigts tremblants qu'il tentait de dissimuler en les serrant contre ses genoux. « Reste où ?» demanda-t-elle calmement, comme si elle lui offrait une voie de sortie, une invitation à libérer enfin ce qui l'oppressait. Devin secoua la tête. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je voulais juste que les choses redeviennent comme avant, » dit-il d'une voix douce, presque enfantine. « Avant qu'il change, avant qu'il rencontre d'autres personnes, avant qu'il ne commence à me regarder comme si j'étais un poids. » Caldwell ne répondit pas. Caldwell. Elle savait que le silence, dans ces moments-là, pouvait en dire plus que n'importe quelle question. Devin inspira lentement, comme s'il cherchait à remettre de l'ordre dans ses pensées. « On s'est disputé, dit-il finalement. Ce soir-là. Mais je ne lui ai rien fait. On a juste parlé. » L'inspectrice sentit que la version allait inévitablement évoluer. « Parler ?» répéta-t-elle simplement. Devin hésita, puis hocha la tête. « Oui, il voulait partir, s'éloigner de moi. » Ses doigts se crispèrent à nouveau. Il m'a dit que j'étais trop présent, trop tout, que j'étouffais notre amitié. Il ne comprenait pas que je faisais ça pour nous deux. Une émotion étrange passa dans ses yeux, un mélange de tristesse et de colère contenue. Je lui ai dit qu'on devait régler ça, qu'on ne pouvait pas juste laisser tout tomber comme ça. Alors je lui ai demandé de venir avec moi, dans le terrain vague. Là où on jouait quand on était gamin, je pensais que ça l'aiderait à se rappeler. Caldwell prit quelques notes, mais son attention restait tournée vers les réactions du jeune homme. « Et ensuite ?» demanda-t-elle. Devin se redressa légèrement, presque comme s'il cherchait à convaincre, non pas Caldwell, mais lui-même. Ensuite, il a voulu partir. Il a dit que ça ne servait à rien, que le passé ne changerait rien. Je ne voulais pas le laisser partir comme ça. Pas encore. Alors je me suis mis devant lui pour l'empêcher de partir. Il s'est énervé. Il m'a poussé. Je suis tombé. Et quand je me suis relevé, il avait disparu. Caldwell haussa légèrement un sourcil. Disparu? Oui, il a couru dans le noir. Je ne l'ai pas suivi. Je ne voulais pas aggraver les choses. Je voulais juste qu'il se calme. Je pensais qu'il reviendrait, qu'il rentrerait chez lui. Je ne voulais pas de tout ça. Mais l'inspectrice savait que quelque chose clochait. Trop de zones d'ombre. Trop de contradictions avec les éléments retrouvés. Elle décida alors de confronter Devin à un détail auquel il ne s'attendait pas. « Devin, si tu étais tombé, comme tu le dis, comment expliques-tu les traces retrouvées sur le sol? 2 empreintes différentes, bien nettes, comme si quelqu'un n'avait été maintenu au sol. » Le jeune homme blêmit soudainement. Pour la première fois, ses yeux trahirent une panique réelle. « Je ne sais pas, je n'ai rien fait, je vous jure. » Caldwell ne le lâchait plus du regard. « Alors pourquoi ton ADN se trouve-t-il sur la sangle du sac de Luc? Pourquoi a-t-il été arraché? Pourquoi y a-t-il des fibres de ton sweatshirt sur le bracelet retrouvé dans la terre ?» Devin avala difficilement sa salive. Il cherchait une réponse, n'importe laquelle, mais rien ne venait. L'émission montre alors comment les enquêteurs, devant ces incohérences, décidèrent de vérifier une nouvelle piste, les téléphones portables. L'analyse des données de localisation révéla quelque chose d'étonnant. Le téléphone de Devin avait bien été sur le terrain vague à l'heure qu'il indiquait. Mais celui de Luc, lui, avait continué à émettre un faible signal plusieurs minutes après l'heure supposée de la dispute. Plus surprenante encore, les 2 téléphones avaient brièvement été détectés au même endroit, dans la zone boisée où le sac avait finalement été retrouvé. Ceci contredisait complètement la version de Devin, selon laquelle il n'avait rien suivi. Caldwell revint en salle d'interrogatoire avec cette information. Elle posa calmement le dossier sur la table.
Devin, je vais être très clair avec toi. Ton téléphone et celui de Luke se sont déplacés ensemble vers la zone boisée après la dispute. Tu étais avec lui. Ou tu as emporté son téléphone. Dans les deux cas, ta version ne tient pas. Devin passa une main tremblante sur son visage. Je peux expliquer, murmura-t-il, mais son ton indiquait surtout qu'il allait s'enfoncer davantage. Alors explique, répondit Caldwell. Explique. Devin inspira profondément, comme quelqu'un qui se jette dans le vide. Je l'ai suivi, mais ce n'était pas pour lui faire du mal. Il fallait qu'on parle encore, qu'il comprenne que je ne voulais pas le perdre. Je n'en pouvais plus qu'il me traite comme si j'étais un étranger. Vous comprenez ça? Caldwell resta impassible, mais intérieurement, elle savait qu'elle touchait à la vérité. Et dans la forêt, qu'est-ce qu'il s'est passé? Nouveau silence. Mais ce silence-là n'était pas celui d'un mensonge calculé. C'était celui d'un souvenir qui blesse. Il pleuvait, dit finalement Devin. Il faisait froid, j'ai glissé, j'ai attrapé son bras pour ne pas tomber. Il a cru que je voulais le retenir. Il s'est débattu, je lui ai crié d'arrêter, que je ne voulais pas le blesser. Mais il n'écoutait pas, il tirait, il paniquait, je ne voulais pas. Il serra le poing si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Je l'ai lâché, il est tombé. Caldwell se pencha légèrement vers lui. « Tombé où, Devin ?» Le jeune homme blêmit davantage. « Dans le ravin, » murmura-t-il. « Celui qu'on voit à peine la nuit. Je ne savais pas qu'il était si proche. Je ne voulais pas... » Sa voix se brisa. « Je l'ai appelé. J'ai crié son nom, mais il ne répondait pas. Je n'entendais plus rien. Alors j'ai paniqué. J'ai couru. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit que si je racontais ça, personne ne me croirait. » Caldwell resta silencieuse un long moment, évaluant chaque détail. Ce récit, aussi fragile et incomplet soit-il, avait une cohérence que les autres n'avaient pas. Un accident, terrifiant, survenu dans la confusion d'une dispute. Mais la question demeurait, pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi avoir attendu? Pourquoi avoir laissé la famille, la police, toute la ville plongée dans l'angoisse? Devin, comme s'il avait deviné la question, répondit avant même qu'elle ne soit posée. Parce que j'avais peur, parce que je savais qu'on dirait que je l'avais poussé, que j'étais obsédé, je ne voulais pas qu'on pense ça, et puis, je ne pouvais pas revenir en arrière. L'émission montre alors la réaction de la famille de Luke lorsqu'on leur annonça cette avancée. Léa, en larmes, refusait d'y croire. « Un accident ?» répétait-elle. « Comment un ami, un vrai ami, pourrait-il laisser son frère de cœur dans un ravin, seul, blessé, et partir comme si de rien n'était? » La mère de Luke, effondrée, ne pouvait même pas parler. Le père, lui, avait le visage fermé, les poings serrés. « Il l'a laissé mourir », souffla-t-il. Mais restait un élément crucial. Malgré les fouilles incessantes, aucun corps n'avait encore été retrouvé. Le ravin indiqué par Devin était vaste, sinueux, rempli de rochers instables et de végétation dense. Les recherches allaient demander du temps. Pourtant, quelque chose, dans la voix de Devin, dans sa façon de trembler en évoquant la scène, convainquit Caldwell qu'il disait au moins une part de vérité. Mais quelle part? L'accident avait-il réellement eu lieu comme il le décrivait? Ou omettait-il encore un détail essentiel? La pluie n'avait pas cessé depuis 2 jours lorsque les équipes de recherche pénétrèrent à nouveau dans le ravin indiqué par Devin. Le sol détrempé rendait chaque pas dangereux. Les pierres glissantes roulaient sous les semelles comme si la forêt elle-même refusait de livrer son secret. La caméra de l'émission montrait les agents, courbés sous des capes imperméables, sondant la végétation avec des bâtons télescopiques, scrutant chaque creux, chaque amas de feuilles, à la recherche de la moindre trace de Luke. Le sergent Morel, réputé pour son calme en toutes circonstances, leva les yeux vers la pente abrupte, les branches dégoulinantes formant un rideau sombre. « S'il est tombé là, dit-il à voix basse, il a pu glisser encore plus bas. La boue a dû l'emporter. » En contrebas, l'inspectrice Caldwell resta immobile, observant le terrain comme si elle tentait de reconstituer mentalement la scène. Elle imaginait Luke, surpris, déséquilibré, tombant dans la nuit noire alors que la pluie transformait la pente en piège. Mais quelque chose, encore une fois, ne collait pas complètement. Si Devin disait vrai,
Pourquoi le téléphone de Luke avait-il continué à émettre un signal faible mais stable, bien après la dispute? Un téléphone aurait dû se briser dans une chute pareille, ou au moins se déplacer. Pourtant, selon l'analyse, il avait été localisé plusieurs minutes durant presque au même endroit, comme s'il avait été posé quelque part. Délicatement. Et non projeté dans une chute accidentelle. Lorsque les enquêteurs retrouvèrent finalement un objet, ce ne fut pas un corps, mais un petit porte-clés en plastique bleu, à moitié enseveli sous la boue. Caldwell le reconnut immédiatement. C'était le porte-clés que Luke gardait depuis le collège, offert par sa sœur Léa avant un examen important. Un objet auquel il tenait tellement qu'il l'accrochait systématiquement à son sac ou à sa boucle de ceinture. L'objet était intact, mais complètement séparé de tout autre effet personnel. Aucun téléphone, aucun vêtement, aucune trace corporelle, rien qui puisse confirmer une chute violente. Caldwell fronça les sourcils. « Il a pu tomber là, mais pourquoi son téléphone n'est-il pas ici ?» demanda-t-elle à Morel. « Peut-être qu'il a été emporté par l'eau », proposa l'agent. Mais les relevés météorologiques contredisaient cette hypothèse. Le sol était saturé, oui, mais aucune coulée d'eau assez puissante n'aurait pu transporter un téléphone sur plusieurs centaines de mètres sans laisser de traces apparentes ni dégâts visibles. En parallèle, Devin avait été placé en garde à vue prolongée. Ses parents, dévastés, attendaient dans le hall du commissariat, refusant de parler aux journalistes qui se pressaient devant le bâtiment. À l'intérieur, le jeune homme restait prostré, les yeux rouges, les mains jointes comme pour empêcher son corps de trembler. Caldwell prit la décision de retourner le voir, mais cette fois-ci avec un élément de plus. Elle posa le porte-clés devant lui. Devin leva les yeux, surpris puis terrifié. « Il l'avait encore ce soir-là », murmura-t-il. « Je me souviens, il l'avait accroché à son sac. » Caldwell répondit d'une voix neutre. Ce porte-clés était dans le ravin, mais aucun sac. Aucun téléphone, rien d'autre. Devin détourna le regard. « Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où ils sont. »« Devin, regarde-moi, » dit Caldwell en se penchant légèrement vers lui. « Quand quelqu'un tombe dans un ravin, ses effets personnels tombent avec lui. Ils ne disparaissent pas, ils ne se séparent pas magiquement. Alors quelque chose manque encore dans ton récit. » Le jeune homme respira profondément, comme s'il tentait de contenir une émotion trop forte. « Je vous ai tout dit, » lâcha-t-il. Mais sa voix n'avait plus la moindre assurance. La caméra de l'émission zooma sur son visage, révélant une fatigue extrême, presque maladive. C'était le visage de quelqu'un qui portait un poids bien trop lourd pour un seul être humain. Pourtant, Caldwell ne pouvait pas se laisser attendrir. Pas maintenant. Quelques heures plus tard, une nouvelle découverte vint bouleverser les certitudes. 2 randonneurs avaient signalé avoir aperçu un téléphone portable abandonné près d'un tronc renversé, à presque 1 kilomètre du ravin. Les enquêteurs se précipitèrent sur les lieux. Le téléphone était endommagé, mais pas brisé. L'écran fissuré clignotait faiblement, mais il était encore possible de reconnaître la coque noire que Luke utilisait. L'appareil avait été posé soigneusement sur une surface relativement sèche, comme si quelqu'un avait voulu qu'il soit retrouvé, ou au contraire caché, mais pas détruit. Caldwell, en examinant l'objet, sentit un frisson parcourir son dos. Devin n'a pas dit toute la vérité. Il y a eu un 2e déplacement après la chute, murmura-t-elle, soit par Luke lui-même, soit par Devin. Elle ne croyait pas vraiment à la première hypothèse, mais elle ne pouvait l'écarter sans preuve. De retour au commissariat, elle présenta le téléphone à Devin, qui eut un mouvement de recul comme si on venait de lui tendre une arme. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. « Je pensais qu'il était tombé avec lui. Je n'ai jamais vu ce téléphone après. » Caldwell l'observa longuement. « Devin, si tu as déplacé le téléphone, il faut le dire. C'est ton dernier moment pour être honnête. » Il secoua la tête, presque violemment. « Non, je n'y ai pas touché. Je l'ai cherché, je vous l'ai dit, je l'ai appelé dans la nuit, mais je n'ai pas pris son téléphone. » Caldwell ferma les yeux un bref instant. Soit Devin mentait à nouveau, soit quelqu'un d'autre avait mis la main sur le téléphone après la disparition de Luke. Un frisson d'inquiétude parcourut la pièce. Si quelqu'un d'autre était impliqué, même indirectement, cela changeait tout. L'émission fit alors un retour sur le cercle social de Luke durant les mois précédents. Plusieurs camarades avaient témoigné de tensions récentes entre le jeune homme et un autre étudiant, Elias Montfort, connu pour son caractère impulsif. Une altercation avait même été signalée, quelques semaines avant la disparition,
mais Luke n'en avait jamais parlé à sa famille. Caldwell, intrigué, décida de convoquer Elias pour une audition. Elias arriva au commissariat avec une attitude frondeuse, mains dans les poches, regard défiant. Mais lorsque Caldwell mentionna Luke, son visage se durcit. « Je n'ai rien à voir avec ça », déclara-t-il froidement. « Oui, on s'est disputé, mais ça s'est terminé là. Je n'avais aucune raison de lui faire du mal. » Caldwell posa devant lui une photo du téléphone retrouvé. « Tu reconnais cet objet ?» Elias haussa les épaules. « C'est un téléphone. Il ressemble à celui de Luke, oui. Et alors ? Il a été retrouvé là où tu vas souvent t'entraîner, près des sentiers que tu connais très bien. Tu vas vraiment me dire que c'est une coïncidence ? » Le jeune homme serra la mâchoire. « Peut-être que c'en est une, ou peut-être que quelqu'un veut me faire porter le chapeau. » Caldwell sentit immédiatement que quelque chose clochait. L'attitude d'Elias ne ressemblait pas à celle d'un coupable. Pas de panique, pas de geste nerveux, juste une colère froide, réelle. « Où étais-tu le soir de la disparition ?» demanda-t-elle. « Chez moi, » répondit-il sans hésitation. « Avec qui ?»« Personne. » Il savait donc qu'il n'avait aucun alibi. Il savait donc qu'il... Pourtant, il n'essayait pas d'en inventer un. Étrange. Après des heures d'interrogatoire, Caldwell finit par le laisser repartir, faute de preuves. Mais la piste restait ouverte. Pendant ce temps, Devin, isolé, semblait sombrer davantage. Un gardien rapporta même qu'il avait passé une grande partie de la nuit assis au sol de sa cellule, répétant à voix basse qu'il n'avait pas voulu ça. Et malgré l'absence d'aveu complet, Caldwell pouvait sentir qu'il ne jouait plus un rôle. Il était réellement en train de craquer. Lorsque les équipes relancèrent une nouvelle série de fouilles au lever du jour, une découverte inattendue fit basculer l'enquête dans une autre dimension. À environ 50 mètres du ravin, légèrement dissimulé sous un tapis de feuilles mortes et de mousse, un morceau de tissu sombre dépassait. En le soulevant délicatement, les enquêteurs découvrirent un sweatshirt. Un sweatshirt appartenant à Luke. Propre, presque sec, comme s'il n'avait pas passé 2 jours sous la pluie, comme s'il avait été posé là récemment. Caldwell sentit ses mains trembler lorsqu'elle le prit. « Quelqu'un revient sur les lieux », murmura-t-elle. « Quelqu'un essaie de fabriquer un récit. » Et ce quelqu'un n'était peut-être pas Devin. Le sweatshirt de Luke découvert dans la forêt bouleversa immédiatement le plan d'enquête. Caldwell sentit un froid glacial parcourir son dos en réalisant que ce vêtement n'était pas simplement un objet perdu lors d'une chute. La position exacte où il avait été retrouvé, légèrement replié, presque propre malgré la pluie, indiquait clairement qu'il avait été déplacé après la disparition initiale. L'enquête prenait désormais un virage plus sinistre. Si Devin n'avait pas touché ce vêtement, alors qui l'avait déplacé ? Et dans quel but ? Le commissariat tout entier se mobilisa pour tenter de reconstituer la chaîne des événements. Caldwell commença par interroger de nouveau les habitants proches de la zone boisée. Plusieurs témoins, qui n'avaient rien remarqué au début, évoquèrent une silhouette aperçue tard dans la soirée du 14 octobre. Une personne portant un sac sombre et marchant d'un pas précipité. La description vague pouvait correspondre à Devin, mais certains détails divergeaient. La silhouette semblait plus grande, plus large d'épaules, avec un manteau sombre qui masquait le visage. Caldwell nota cette contradiction. Devin pourrait-il ne pas être seul dans cette histoire ? Ou avait-il profité de l'obscurité pour tromper tout le monde sur ses déplacements ? Pendant ce temps, en cellule, Devin Barber semblait sombrer dans un état quasi catatonique. Les gardiens rapportèrent qu'il parlait à voix basse, répétant des phrases comme « Il ne devait pas me laisser, je voulais juste qu'il revienne. Je ne voulais pas. » Ces murmures incessants traduisent une culpabilité écrasante, mais aussi un profond désarroi. L'émission montrait des plans serrés sur ses mains tremblantes, sur ses yeux rougis, renforçant l'impression que la frontière entre innocence et responsabilité se brouillait. Caldwell savait qu'elle devait obtenir la vérité avant qu'un autre facteur externe ne complique encore l'affaire. Elle fit alors appel à des spécialistes en comportement pour analyser la relation entre Devin et Luke. Les experts conclurent rapidement que leur amitié avait évolué vers un attachement excessif, une dépendance quasi pathologique de Devin envers Luke. Ce type de relation, souvent décrite comme fusionnelle dans les cas extrêmes, pouvait facilement dégénérer en conflit lorsque l'un des 2 partenaires tentait de prendre ses distances. Mais les experts précisaient aussi qu'une amitié obsessionnelle n'impliquait pas nécessairement un acte violent. Cela pouvait conduire à la manipulation, au contrôle psychologique, mais pas automatiquement à un accident mortel. La question centrale restait donc la même.
Devin avait-il vraiment commis un acte fatal par accident ou quelque chose d'autre était-il en jeu? Le tournant se produisit lorsqu'une équipe spécialisée en récupération de données numériques analysa le téléphone retrouvé près du tronc renversé. Les données révélèrent une série de déplacements incohérents, des appels manqués et des messages supprimés que seule une personne maîtrisant parfaitement le téléphone aurait pu orchestrer. Caldwell comprit immédiatement que quelqu'un avait tenté de créer une fausse piste, de brouiller les repères pour dissimuler la vérité. Le détail le plus troublant fut la suppression de l'historique GPS pendant près de 2 heures, précisément à l'heure où Luke aurait été le plus vulnérable dans la forêt. Cela suggérait une intention claire de manipuler les preuves, et non un simple hasard. Pendant ce temps, la famille de Luke, anéantie, ne cessait de demander des réponses. La sœur Léa, bouleversée, répétait « Devin et Luke étaient amis, mais personne ne savait vraiment ce qui se passait entre eux. Je veux comprendre pourquoi personne n'a pu l'aider, pourquoi personne n'a vu que quelque chose clochait. » Le père de Luke, lui, ne parlait pas, mais son visage fermé et ses poings serrés trahissaient une douleur et une colère sourde. Caldwell, consciente que l'affaire n'était plus une simple disparition, mais un mélange complexe de relations humaines, d'obsession et de tromperie, décida de pousser Devin à ses limites. Lors d'un nouvel interrogatoire, elle adopta une stratégie plus psychologique. Elle ne posa plus de questions directes sur la chute ou le ravin, mais sur le lien affectif qui unissait les deux jeunes hommes. « Devin, rappelle-moi, qu'est-ce qui vous liait à Luke? Pourquoi cette amitié était-elle si importante pour toi ?» Devin baissa la tête, ses mains tremblantes. « Parce qu'on a grandi ensemble, » dit-il d'une voix faible. « Parce que je l'ai toujours considéré comme mon frère. » Caldwell poursuivit doucement. « Et un frère, on ne veut pas le perdre, même s'il commence à changer ?» Devin acquiesça, la voix presque inaudible. « Je ne voulais pas qu'il parte, je ne pouvais pas le laisser s'éloigner. » C'était la clé, pensa Caldwell. La peur de l'abandon, le besoin de contrôle, le désir de préserver une amitié devenue toxique. Mais la peur seule ne suffisait pas pour expliquer les mouvements du téléphone et la manipulation du sweatshirt. Il manquait toujours la pièce finale. L'enquête prit alors un tournant inattendu, lorsque les chiens de recherche détectèrent une odeur inhabituelle à quelques centaines de mètres du tronc renversé. L'équipe se dirigea vers la source, scrutant chaque buisson, chaque racine, et découvrit finalement un petit abri de fortune, construit avec des branches et recouvert de feuilles. À l'intérieur, plusieurs effets personnels de Luke étaient regroupés, dont son sac et quelques vêtements. Tout indiquait que quelqu'un avait voulu protéger ces objets ou créer une fausse impression de présence. Caldwell comprit alors que Devin n'était peut-être pas le seul acteur de cette histoire. Peut-être qu'il y avait un complice, volontaire ou involontaire, ou une tierce personne qui voulait manipuler la scène. Les analystes comparèrent les fibres du sweatshirt et du sac avec les vêtements de Devin. La correspondance était partielle. Devin avait touché certains objets, mais pas tous. Ce mélange de preuves suggérait une complicité, une intervention extérieure. L'émission montrait des images des enquêteurs, circonspects, essayant de reconstituer les déplacements possibles dans le bois, l'itinéraire pris, et les zones où le téléphone et les effets personnels avaient été retrouvés. Caldwell réalisa que chaque élément devait être minutieusement analysé, car un faux pas pourrait compromettre l'ensemble de l'enquête. Devin, de son côté, continuait à répéter qu'il ne voulait pas de mal à Luke. « Je l'aimais comme un frère », disait-il. Mais le doute s'installait, la tension augmentait. La ville entière suivait l'affaire avec angoisse et fascination. L'émission montrait également le travail de la brigade technique, relevé d'empreintes, analyse des sols, prélèvement ADN. Chaque élément était confronté au récit, aux témoignages et aux images vidéo. Et plus l'enquête avançait, plus la complexité de l'affaire apparaissait. Accident, obsession, manipulation, ou peut-être même quelque chose de plus sombre encore, qu'aucun des enquêteurs ne pouvait prévoir. Le point culminant de cette partie de l'histoire survint lorsque Caldwell prit conscience d'un détail crucial dans le comportement de Devin. Ses hésitations, ses silences, ses murmures, tout indiquait qu'il connaissait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le stress psychologique, la peur, la culpabilité, mais aussi une logique humaine presque tragique. Devin voulait protéger Luke.
mais sa peur de perdre le contrôle l'avait conduit à des gestes irréversibles. L'émission montrait les moments où Caldwell, seul dans son bureau, reconstituait mentalement les événements. La pluie battante, la forêt, le ravin, le sac, le sweatshirt, le téléphone. Tout était là, comme les pièces éparses d'un puzzle complexe. Et quelque part, la vérité demeurait incomplète, insaisissable. Le dernier plan de cette partie montrait Devin, assis sur un banc dans la cour du commissariat, les yeux dans le vide, répétant une phrase qu'il semblait n'avoir dite qu'à lui-même. « Je voulais juste qu'il reste ». Une phrase simple, presque naïve, mais lourde de conséquences. Dans cette amitié devenue obsession, dans ce lien fusionnel devenu tragédie, chacun se demandait ce qu'il aurait fallu pour éviter le drame, si quelqu'un aurait pu intervenir, si le destin de Luke aurait pu être autre. Et tandis que les enquêteurs se préparaient à poursuivre les recherches dans le ravin et la forêt environnante, Caldwell comprit que l'affaire Devin Barber ne se résoudrait pas simplement par la logique et la preuve matérielle. Il fallait comprendre l'humain, la peur, l'amour dévoyé, et la part d'ombre que chacun peut porter lorsqu'une amitié, devenue fusionnelle et toxique, bascule dans l'incontrôlable. La forêt semblait s'être refermée sur l'affaire comme un rideau de ténèbres. Chaque pas des enquêteurs dans la boue et les feuilles mortes était accompagné du craquement sinistre des branches, comme si l'endroit lui-même se souvenait de ce qui s'était passé. Caldwell, aux avant-postes de l'équipe, avançait lentement, les yeux rivés sur le sol et sur la végétation alentour. Elle savait qu'il restait une pièce cruciale du puzzle à découvrir, quelque chose qui confirmerait enfin si Luke avait été victime d'un accident ou si la situation cachait une intention plus sombre. La découverte du sweatshirt et du téléphone ne suffisait pas. Elle revint donc au récit de Devin, à ses hésitations, à ses silences et à cette phrase répétée. « Je voulais juste qu'il reste ». Chaque mot résonnait dans sa tête comme un écho de culpabilité et de peur. Les chiens de recherche continuèrent à avancer, et soudain, l'un d'eux s'arrêta, reniflant frénétiquement une zone plus dense de broussailles. Les agents se précipitèrent et découvrirent ce qui allait transformer la compréhension de l'affaire. Un petit chemin dissimulé sous les fougères, menant vers une crevasse étroite. Caldwell s'agenouilla, observant le passage, la boue fraîche suggérant qu'il avait été récemment emprunté. Les relevés du sol confirmèrent la présence d'empreintes humaines multiples, certaines grandes, certaines plus petites, entremêlées, comme si deux personnes s'étaient affrontées, ou l'une avait suivi l'autre. Le souffle de Caldwell se fit court. Si Devin avait été seul, il ne serait pas possible de générer un tel tracé complexe. Quelqu'un d'autre devait être intervenu, volontairement ou non. L'équipe pénétra dans la crevasse avec précaution. L'obscurité et l'humidité rendaient chaque pas dangereux, mais après quelques mètres, ils tombèrent sur un petit espace abrité par les roches, presque comme une alcôve naturelle. À l'intérieur, plusieurs objets personnels de Luke furent découverts. Une écharpe, une paire de chaussures et un carnet dont la couverture était légèrement mouillée, mais encore lisible. Caldwell l'ouvrit avec des gants, tournant les pages avec précaution. Le carnet contenait des notes, des dessins, mais aussi des phrases qui, à la lumière des événements récents, prenaient un sens tragiquement prémonitoire. « Je sens qu'il y a des forces que je ne peux contrôler. Et je ne sais plus à qui faire confiance. » Ces mots reflétaient une anxiété, une peur de l'inconnu, un sentiment d'être observé. Caldwell sut que Luke avait senti le danger, même s'il ne l'avait pas exprimé à sa famille ou à ses amis. Pendant ce temps, Devin, toujours en garde à vue, commençait à montrer des signes de stress extrême. Les psychologues appelés par la police notèrent qu'il était en proie à une anxiété intense et à des épisodes de dissociation. Il répétait sans cesse des scénarios dans sa tête, des « si » impossibles, des regrets, des remords. L'émission montrait des plans serrés sur ses mains tremblantes et sur ses yeux vitreux, renforçant la sensation d'une tension psychologique insoutenable. Dans le même temps, Caldwell organisa une série de tests pour analyser la scène du ravin. Les experts scientifiques furent appelés pour mesurer les angles, la pente, la résistance du sol et surtout les traces laissées par la chute supposée. Les résultats furent surprenants. Certaines empreintes semblaient avoir été créées de manière volontaire, comme si quelqu'un avait déplacé Luke ou manipulé sa chute. Les relevés de débris végétaux indiquaient également une agitation récente de la zone, compatible avec la manipulation du corps ou de ses effets personnels.
Caldwell savait qu'elle approchait de la vérité, mais elle pressentait également que la révélation finale pourrait être choquante, même pour des enquêteurs expérimentés. Une fois de retour au commissariat, elle confronta Devin avec les nouvelles données. « Devin, dit-elle calmement, nous avons trouvé des empreintes qui ne correspondent pas aux tiennes. Il y avait quelqu'un d'autre sur les lieux cette nuit-là. » Devin pâlit, ses yeux se remplissant de panique. « Non, non, je vous jure, je ne sais pas, » murmura-t-il, mais son ton trahissait un mélange de peur et de culpabilité. Caldwell insista. « Devin, si tu veux que nous comprenions ce qui est arrivé à Luke, il faut être honnête. Qui d'autre était là ?» Le silence qui suivit fut lourd. Devin semblait lutter contre un mur invisible. Finalement, sa voix trembla. « Je n'étais pas seul. » Un souffle parcourut la salle. Caldwell prit note avec prudence. « Qui était avec toi ?»« Je ne peux pas dire, » murmura-t-il, le regard fuyant. « Si je dis, je ne pourrai jamais le protéger. » Cette phrase attira immédiatement l'attention de Caldwell. Devin semblait craindre quelqu'un ou quelque chose au point de ne pas vouloir révéler la vérité. Cela suggérait la présence d'une tierce personne, peut-être encore dans l'ombre, dont le rôle dans l'affaire était crucial. L'équipe décida alors de revisiter tous les témoignages précédents et les appels téléphoniques pour identifier toute interaction suspecte autour de la date de la disparition. Rapidement, un nom fit surface à plusieurs reprises. Elias Montfort, l'étudiant qui avait eu un différend avec Luke. Les enquêteurs avaient initialement écarté Elias faute de preuves, mais les nouvelles informations suggéraient qu'il fallait l'examiner de plus près. Caldwell organisa une confrontation avec Elias, cette fois accompagnée de preuves tangibles. La position des objets, les empreintes multiples et les données du téléphone retrouvées. Face à ces éléments, le jeune homme montra une nervosité inhabituelle. Ses mains tremblaient légèrement et il évitait le regard de Caldwell. « Je ne voulais pas, » balbutia-t-il, mais n'acheva pas sa phrase. Caldwell comprit qu'elle touchait enfin une corde sensible. L'ombre d'un complot se dessinait. Devin n'était peut-être pas seul, et Luke avait été pris dans une chaîne d'événements qui dépassait le simple accident. Les experts en psychologie insistèrent sur le fait que Devin avait agi sous une pression intense, mais qu'il avait aussi été manipulé ou influencé, consciemment ou non, par cette tierce personne. L'émission montrait alors les reconstitutions des lieux avec des animations graphiques permettant aux spectateurs de comprendre la complexité du terrain, la topographie du ravin et les multiples mouvements possibles des deux protagonistes. Le suspense montait, car chaque nouvelle découverte semblait révéler un détail inattendu, une facette cachée de l'histoire. Dans les jours suivants, les analyses ADN et les relevés de fibres confirmèrent qu'Elias avait effectivement été présent sur le terrain la nuit de la disparition. Mais le motif restait flou. Caldwell soupçonnait que la relation complexe entre Devin et Luke avait été exploitée ou perturbée par Elias, volontairement ou par maladresse. Pendant ce temps, Devin semblait sombrer davantage dans un état de confusion et de culpabilité. Il répétait les mêmes phrases, tournait en rond dans sa cellule, incapable de se concentrer sur autre chose que la disparition de son ami. Les psychologues notèrent un comportement obsessionnel, typique d'un mélange de culpabilité et de traumatisme. L'émission soulignait ces moments avec des gros plans sur ses yeux cernés, ses lèvres tremblantes et ses mains crispées. La tension narrative était à son comble. Caldwell comprit que la clé de l'affaire résidait désormais dans la confrontation entre Devin et Elias et dans la reconstitution exacte de la séquence de la nuit fatale. Les preuves matérielles, bien que cruciales, ne suffisaient pas sans la vérité psychologique derrière les gestes de chacun. Le dernier plan de cette partie montrait Devin assis dans sa cellule, les yeux fixes sur le sol, répétant pour la énième fois « Je voulais juste qu'il reste », mais cette fois avec une nuance différente, plus de désespoir que d'obstination. Le spectateur ressentait que la fin de cette histoire tragique était proche, mais encore incertaine. Qui contrôlait réellement les événements? Devin avait-il été seul responsable? Ou la main d'une autre personne avait-elle précipité la catastrophe? L'émission laissait ces questions en suspens, préparant le public à la prochaine étape de l'enquête, où chaque détail, chaque témoignage, chaque indice pourrait enfin révéler la vérité entière derrière la disparition de Luke. La confrontation entre Devin et Elias fut programmée dans une salle sobre, à la lumière crue des néons, où chaque recoin semblait amplifier les tensions déjà palpables. Caldwell entra la première, posant sur la table tous les éléments de l'enquête. Le sweatshirt, le carnet,
le téléphone retrouvé et les relevés des empreintes. Les deux jeunes hommes furent introduits séparément, puis assis face à face. Le silence était pesant, seulement ponctué par le bourdonnement électrique des lampes. Devin, les épaules voûtées, fixait ses mains croisées sur la table, tandis qu'Elias, plus corpulent, avait le regard dur mais fuyant. Caldwell commença doucement, presque comme pour apaiser l'atmosphère. « Devin, Elias, nous avons trouvé des preuves de votre présence respective dans la forêt la nuit de la disparition de Luke. Nous savons que quelque chose s'est produit et que vous êtes tous les deux impliqués, d'une manière ou d'une autre. » Devin leva les yeux, la panique dansant sur son visage. « Je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas, » murmura-t-il. Elias détourna le regard, ses lèvres serrées. Caldwell continua, posant des questions calculées, visant à créer une confrontation subtile. « Devin, Elias, vous vous connaissez tous les deux depuis longtemps. Que s'est-il passé exactement cette nuit-là » Devin ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elias inspira profondément, comme pour se préparer à révéler quelque chose, mais resta silencieux. La tension monta encore lorsque Caldwell sortit le carnet de Luke, ses pages ouvertes révélant les phrases inquiétantes. « Je ne sais plus à qui faire confiance. Et je sens qu'il y a des forces que je ne peux contrôler. » Les deux jeunes hommes suivirent du regard chaque mot et Devin sembla trembler de tout son corps. Caldwell observa attentivement les réactions. Devin paraissait submergé, presque à craquer, tandis qu'Elias semblait lutter pour garder une maîtrise totale de lui-même, comme si chaque fibre de son corps cherchait à cacher un secret. « Devin, » reprit Caldwell, « tu as dit que tu voulais protéger Luke, mais il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Tu n'étais pas seul. » Devin secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas, je voulais juste qu'il reste. » Elias haussa un sourcil, mais ne fit aucun geste. « Qu'est-ce que tu veux dire par qu'il reste ?» demanda Caldwell, perçant du regard Devin. Devin se mit à parler plus rapidement, presque en haletant. Il allait partir. Il voulait s'éloigner, et je ne pouvais pas le laisser. Je ne voulais pas qu'il parte. Sa voix se brisa, et il enfouit son visage dans ses mains. Elias détourna le regard, mais un léger mouvement trahit une tension intérieure. Ses poings se serrèrent sur la table. Caldwell sentit qu'elle approchait du cœur de l'affaire. Elle posa alors la question cruciale. « Elias, que faisiez-vous exactement dans la forêt cette nuit-là » Elias hésita un instant, puis avoua « Je voulais juste lui parler, essayer de régler les choses. Je ne pensais pas que ça dégénérerait. » Devin releva la tête, les yeux écarquillés, comme s'il venait de comprendre quelque chose. « Parler ? Mais il n'a jamais voulu t'écouter. » Elias se pencha légèrement en avant, la voix basse mais ferme. « Oui, je sais, mais je voulais l'arrêter. Il allait faire une erreur. » Caldwell comprit que les deux jeunes hommes avaient des intentions conflictuelles, mêlées à des émotions intenses. Devin, obsédé par la peur de perdre Luke, avait réagi de manière impulsive. Elias, de son côté, avait essayé d'intervenir, mais sans mesurer les conséquences de sa présence. La reconstitution psychologique de la scène devint alors cruciale. L'équipe fit appel aux relevés GPS et aux empreintes pour retracer chaque mouvement. Il apparut que Devin avait suivi Luke jusque dans le ravin, que les deux avaient échangé des mots, que Luke avait trébuché et que Devin avait tenté de le rattraper. Mais Elias était arrivé dans un moment critique, perturbant la trajectoire des gestes. Caldwell visualisa mentalement la scène. Le ravin, la pluie battante, les branches glissantes et les deux amis en équilibre précaire. Luke, dans un effort pour reprendre le contrôle, avait peut-être été projeté dans une position instable. Devin, dans son obsession, avait alors réagi avec panique, tentant de maintenir son ami en sécurité, tandis qu'Elias, inconscient de la fragilité de la situation, avait involontairement contribué au chaos. Les enquêteurs décidèrent de reconstituer la scène avec des mannequins et des animations 3D pour mieux comprendre les forces en jeu. Chaque geste, chaque déplacement fut analysé. L'angle de la pente, la résistance du sol, le poids des corps et même le vent et la pluie. Le résultat confirma une hypothèse. La chute de Luke n'avait pas été intentionnelle, mais la présence simultanée de Devin et Elias avait créé un enchaînement fatal. Devin n'était pas le seul acteur, mais il était celui dont l'obsession avait déclenché la suite. Elias, bien que responsable par sa présence, n'avait pas agi avec malveillance. Caldwell prit alors une décision. Confronté à la complexité psychologique,
Elle devait faire en sorte que Devin comprenne pleinement ce qui s'était passé. « Devin, dit-elle doucement, tu dois accepter que certaines choses échappent à ton contrôle. Ce soir-là, tu voulais protéger ton ami, mais d'autres éléments ont interféré. Comprends-tu que ce n'était pas une intention meurtrière ?» Devin hocha la tête lentement, les larmes roulant sur ses joues. « Oui, je voulais juste qu'il reste. Je ne voulais pas... » Sa voix se brisa à nouveau. Elias, de son côté, s'approcha légèrement et murmura « Nous avons tous fait des erreurs. » Caldwell sentit que cette phrase apportait une libération, un début de compréhension mutuelle entre les deux jeunes hommes. Pourtant, la complexité de l'affaire n'était pas terminée. L'équipe devait encore examiner la scène du ravin et confirmer la séquence exacte des mouvements. La caméra de l'émission montrait chaque détail, les traces de boue, le positionnement des objets personnels, les empreintes, le sweatshirt retrouvé et les données du téléphone. Tout semblait converger vers une conclusion. La tragédie avait été le résultat d'une série de coïncidences et de réactions humaines, exacerbées par la peur, l'obsession et le manque de communication. Devin, Elias et Luke avaient été pris dans un enchevêtrement d'émotions et de circonstances. Caldwell nota mentalement que cette affaire ne se résumerait jamais à un simple jugement de culpabilité ou d'innocence. Elle reflétait la fragilité des relations humaines, la manière dont l'obsession et la peur peuvent transformer des gestes anodins en drames, et comment la complexité psychologique dépasse souvent la logique pure. La fin de cette partie montrait Devin et Elias quittant la salle, chacun avec un mélange de soulagement et de culpabilité. La pluie avait cessé dehors, mais le sol restait détrempé, symbolisant que l'affaire, bien qu'en voie de clarification, laissait derrière elle un terrain émotionnel encore instable. L'émission conclut sur une note dramatique. Les enquêteurs, debout au bord du ravin, contemplant le paysage trempé, conscients que chaque décision humaine, chaque émotion peut avoir des conséquences imprévisibles. Et tandis que le soleil perçait timidement à travers les nuages, la vérité sur la nuit fatale restait fragile, mais désormais à portée de main, grâce à la détermination et à l'analyse minutieuse des preuves, de la psychologie et des interactions humaines. Les jours suivants furent consacrés à une reconstitution complète de la nuit fatale. Caldwell et son équipe retournèrent sur le terrain à l'aube, la lumière encore pâle filtrant à travers les arbres humides. La forêt semblait retenir son souffle, comme si elle connaissait enfin qu'une part de vérité allait être révélée. Chaque pas dans la boue, chaque branche cassée et chaque feuille détrempée étaient méticuleusement notées, photographiées et comparées aux témoignages et aux données GPS. L'objectif était de comprendre exactement comment Luke avait pu tomber dans le ravin, pourquoi ses effets personnels avaient été déplacés et quel rôle réel Devin et Elias avaient joué. Les spécialistes en analyse comportementale furent appelés sur place. Caldwell leur expliqua les dynamiques relationnelles entre Luke, Devin et Elias et comment l'obsession, la peur de l'abandon et les tentatives d'intervenir avaient pu interférer avec des mouvements précis dans un terrain instable. Les experts proposèrent une simulation mentale. Si Luke avait trébuché sur une racine glissante, Devin aurait immédiatement tenté de le rattraper, mais en s'agrippant à lui de manière instinctive, il aurait modifié la trajectoire naturelle de la chute. Elias, présent au mauvais moment, aurait involontairement poussé ou tiré dans une direction imprévisible, amplifiant la chute. Caldwell observa la scène, le souffle coupé. Chaque détail semblait confirmer que l'accident avait été le produit de plusieurs facteurs cumulés. Instinct de protection, maladresse, peur et présence non prévue d'une tierce personne. Pendant ce temps, Devin, convoqué pour une reconstitution avec les enquêteurs, montra un mélange de panique et de réticence. « Je ne veux pas le refaire », murmura-t-il. Caldwell le rassura doucement. « Nous avons besoin de comprendre la mécanique exacte de la chute, pas de juger. Il faut que tu nous aides pour que Luke soit compris, pour que sa mémoire soit respectée. » Devin hocha la tête, tremblant, et suivit les instructions. La simulation révéla plusieurs mouvements précis. Luke glissait sur la boue, Devin tentait de le retenir, Elias intervenait maladroitement, et la combinaison des gestes provoquait une perte d'équilibre totale. À un moment précis, Luke bascula en arrière, les mains cherchant instinctivement à se rattraper sur le sol humide, mais en vain. Le sweatshirt fut arraché dans l'instant, emporté légèrement plus bas sur le sol, expliquant pourquoi il avait été retrouvé intact, mais déplacé. Le téléphone, par réflexe, avait été posé par Devin dans un endroit qu'il croyait sûr,
ce qui confirmait partiellement ses déclarations et expliquait l'incohérence apparente. Caldwell nota mentalement que la complexité humaine et la psychologie des adolescents jouaient un rôle tout aussi important que les lois de la physique dans cette tragédie. Plus tard, dans la journée, l'équipe examina les dernières preuves numériques et physiques. Les données GPS combinées au relevé du terrain permirent de tracer une séquence quasi exacte de la chute et des interactions. Les empreintes, les traces de boue et les mouvements des objets concouraient à cette reconstitution, offrant une vision claire de l'enchaînement des événements. Devan, interrogé à nouveau, confirma les gestes qu'il avait faits et admit avec des larmes qu'il avait agi par instinct, sans réfléchir, poussé par la peur de perdre Luke. « Je voulais juste qu'il reste, je voulais le protéger », répéta-t-il, mais cette fois avec un mélange de lucidité et de désespoir. Elias, pour sa part, admit qu'il avait mal évalué la situation et que sa présence avait involontairement contribué à la chute. Les deux adolescents comprenaient désormais la chaîne d'événements, mais la culpabilité persistait, lourde et écrasante. L'émission montrait des images émouvantes de la reconstitution. La forêt humide, les gestes précis, le ravin escarpé, et le moment exact où Luke avait perdu l'équilibre. Chaque spectateur pouvait sentir la tension, l'angoisse et le désespoir mêlés à la tentative de comprendre une tragédie humaine complexe. Caldwell décida alors de se concentrer sur la suite, le retour des effets personnels et la communication avec la famille de Luke. La sœur, Léa, et le père furent convoqués pour identifier les objets retrouvés. Le sweatshirt, le carnet et le téléphone furent remis à la famille, qui les examina avec une émotion intense. Léa ouvrit le carnet et lut les phrases que Luke avait écrites, comprenant enfin la profondeur de sa peur et de son angoisse. Le père, silencieux, serra les objets contre lui, laissant transparaître un mélange de douleur, de colère et de soulagement de savoir que son fils n'avait pas été abandonné dans la nature sans trace. Pendant ce temps, les psychologues travaillèrent avec Devin et Elias pour tenter de canaliser la culpabilité et le traumatisme. La tension psychologique était énorme. Chacun avait été témoin de la peur, de l'obsession et de la tragédie, et devait maintenant apprendre à accepter la réalité. Devin, notamment, commença à comprendre que son amour fraternel pour Luke, bien que sincère, avait été dévoyé par l'angoisse et la peur. Elias comprit également que ses intentions, bien qu'innocentes, avaient eu des conséquences imprévues. Caldwell, de son côté, observa toute cette dynamique avec attention. Elle savait que l'affaire d'Evan Barber n'était pas seulement une question d'accident ou de responsabilité. C'était l'histoire d'amitié fusionnelle, d'obsessions adolescentes et de l'effet boule de neige des émotions humaines sur des situations réelles. L'émission montrait des entretiens avec des experts en psychologie, expliquant aux spectateurs comment des gestes instinctifs et des réactions émotionnelles pouvaient provoquer des résultats tragiques malgré l'absence de malveillance consciente. La tension dramatique culmina lorsque Devin, après plusieurs jours, exprima enfin ce qu'il ressentait. « Je voulais le protéger, mais je n'ai pas su comment faire. » Ces mots résonnaient dans la salle comme un écho de regret et de vérité. Elias hocha la tête, murmura « Nous avons tous échoué, mais personne ne voulait ça. » Les enquêteurs comprirent que cette reconnaissance mutuelle était un pas vers la reconstruction et la compréhension de la tragédie. La reconstitution complète de la nuit fatale permit également de lever le voile sur la séquence des objets déplacés. Le sweatshirt, le téléphone, le sac, et même certaines pages du carnet avaient été involontairement déplacées par Devin et Elias dans l'urgence et la panique, expliquant les incohérences initiales dans le récit. Cette révélation fut essentielle pour la famille et pour l'enquête. L'émission termina cette partie avec une image symbolique. Devin et Elias, marchant côte à côte dans la forêt, silencieux, chacun absorbé par la compréhension de ce qui s'était passé, tandis que Caldwell et son équipe observaient les lieux depuis une distance respectueuse, conscients que la vérité, bien que douloureuse, avait enfin été reconstituée avec précision. Le ravin, la forêt, les objets et la séquence des événements étaient désormais connus, et le spectateur comprenait que cette tragédie n'était pas due à une intention malveillante, mais à une accumulation de circonstances, d'angoisses et d'instincts humains incontrôlés. Dans les semaines qui suivirent, les adolescents reçurent un suivi psychologique intensif, tandis que l'équipe de Caldwell finalisait le rapport complet. L'histoire,
présenté dans l'émission, soulignait l'importance de comprendre les dynamiques humaines, la fragilité des liens affectifs et la manière dont une amitié, devenue obsessionnelle et incontrôlable, pouvait générer un enchaînement tragique d'événements. Le dernier plan de cette partie montrait la forêt à l'aube, la lumière douce filtrant à travers les branches et la caméra capturant le silence retrouvé, comme si la nature elle-même avait enfin accepté la résolution partielle de l'affaire. Mais même avec la vérité révélée, l'émotion humaine restait palpable. Culpabilité, regret et une prise de conscience que la vie peut basculer en un instant à cause de gestes instinctifs et d'émotions non maîtrisées. Les semaines qui suivirent furent marquées par un mélange de soulagement et de douleur résiduelle. L'affaire Devin Barber, après une enquête minutieuse et des reconstitutions éprouvantes, avait révélé toute la complexité de cette tragédie adolescente. Caldwell, assise dans son bureau, relisait une dernière fois les rapports, les notes de terrain et les témoignages recueillis. Chaque élément avait été vérifié, confronté et analysé. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait été mise à jour avec précision. Devin et Elias, sous suivi psychologique intensif, commençaient lentement à comprendre l'ampleur des événements. Les deux adolescents avaient traversé une tempête émotionnelle. Culpabilité, obsession, peur et regret se mélangeaient dans un mélange difficile à supporter. Cependant, cette confrontation avec la vérité, aussi pénible soit-elle, constituait une première étape essentielle vers la reconstruction. Devin, qui au début de l'affaire semblait prisonnier de ses obsessions, avait commencé à parler plus librement de ses sentiments envers Luke. Il reconnaissait désormais que son attachement excessif, sa peur de perdre son ami, l'avait conduit à agir impulsivement et à amplifier la situation. « Je voulais qu'il reste, mais je ne savais pas comment. Je n'ai jamais voulu que cela arrive », répétait-il, les yeux baissés, conscient de la fragilité de la vie et de l'importance de comprendre ses propres émotions. Elias, pour sa part, avait pris conscience que sa présence, bien que motivée par un désir de réparer ou d'apaiser un conflit, avait contribué involontairement à la tragédie. Son rôle n'était pas malveillant, mais le hasard et les circonstances avaient transformé son intervention en un facteur aggravant. Ensemble, ils commencèrent à partager leurs ressentis, à parler de cette nuit avec une lucidité nouvelle, et surtout, à envisager la manière dont ils pourraient honorer la mémoire de Luke, sans être écrasés par la culpabilité. L'émission montrait ces moments avec une délicatesse touchante. Les deux adolescents assis côte à côte, parfois silencieux, parfois échangeant quelques mots, tandis que les images de la forêt, des objets retrouvés et du ravin créaient une atmosphère de mémoire et de recueillement. Caldwell, consciente que le travail policier était terminé, mais que la dimension humaine restait entière, proposa un projet symbolique. Restituer à la forêt ce qui avait été déplacé et marquer l'endroit où Luke avait trébuché par un petit mémorial naturel. Les deux adolescents, accompagnés de la famille de Luke, placèrent les objets personnels, quelques pierres et branches, et laissèrent une inscription discrète sur un tronc d'arbre. Pour Luke, jamais oublié. Ce geste simple, mais profondément significatif, permit à chacun de prendre conscience que malgré la tragédie, il y avait encore un moyen de transformer la douleur en mémoire et en respect. Caldwell nota dans ses rapports que la dimension psychologique et humaine de l'affaire avait été déterminante pour la résolution. Les erreurs, les impulsions et la peur de perdre un ami avaient créé un enchaînement d'événements difficilement prévisibles. Mais comprendre ces dynamiques permettait non seulement de reconstruire les faits, mais aussi de proposer une approche plus humaine de la justice et du soutien aux familles et aux adolescents impliqués. L'émission montrait également les retours d'expérience des psychologues, comment l'obsession et la peur de l'abandon peuvent pousser des adolescents à agir de manière irrationnelle, et comment l'intervention, même maladroite, d'une tierce personne peut modifier le cours des événements. Devin et Elias, grâce à ces séances, commencèrent à reconstruire une forme de compréhension mutuelle. Ils réalisèrent que leur amitié, bien que mise à l'épreuve, pouvait être réinventée, mais sous de nouvelles bases, respect des limites, conscience de ses propres émotions et capacité à demander de l'aide avant que la situation ne devienne incontrôlable. La famille de Luke, tout en pleurant la perte tragique de leur fils, commença à trouver un certain apaisement. La restitution des effets personnels, la reconstitution exacte des événements et la transparence des enquêteurs permirent de lever le voile sur l'incompréhension initiale et de donner un sens à la douleur.
L'émission montrait des images poignantes de la mère tenant le carnet de Luke, lisant ses pensées et ses craintes, et comprenant enfin que son fils avait ressenti des pressions et des émotions qu'il n'avait jamais exprimées ouvertement. Le père, habituellement réservé, exprima sa gratitude envers Caldwell et son équipe pour avoir traité l'affaire avec minutie, respect et humanité. Les spectateurs étaient témoins de cette étape rare où la justice, la psychologie et l'émotion humaine se rencontraient pour apporter une forme de closure, même si la douleur restait présente. Dans les semaines qui suivirent, la ville commença à intégrer l'histoire dans une mémoire collective. Des discussions sur l'obsession, la peur de l'abandon et la manière dont les relations adolescentes peuvent dégénérer occupèrent les médias locaux. Des programmes éducatifs furent proposés dans les écoles pour sensibiliser aux dynamiques relationnelles et aux risques des réactions impulsives. Caldwell, en analysant l'affaire dans ses rapports finaux, conclut que le facteur clé n'était pas seulement l'obsession ou l'intervention d'Elias, mais la combinaison de plusieurs facteurs humains. La peur, la dépendance émotionnelle, le hasard et la vulnérabilité des adolescents face à des situations qu'ils ne peuvent pleinement contrôler. Devin et Elias, sous un suivi psychologique constant, commencèrent à travailler sur leurs émotions et sur la manière de transformer l'expérience en leçon de vie. Ils participèrent à des discussions éducatives sur l'importance de la communication, de la gestion des émotions et de la compréhension des limites personnelles et d'autrui. L'émission montrait des images symboliques, les deux adolescents marchant dans la forêt, déposant des fleurs et des pierres sur le petit mémorial, un geste simple mais lourd de signification. Cette conclusion montrait que malgré la tragédie, il y avait une possibilité de reconstruction, de compréhension et même d'apaisement. L'histoire de Luke, Devin et Elias devint un exemple pour tous ceux qui suivirent l'affaire. Un récit où l'amitié, l'obsession, la peur et le hasard se sont entrelacés pour produire une tragédie, mais où la vérité, la compassion et la compréhension humaine ont permis de trouver un sens et de restaurer un certain équilibre. Caldwell, dans les derniers plans de l'émission, observa la forêt, les arbres se balançant doucement sous le vent, le mémorial lumineux sous le soleil, et pensa à Luke, à ses amis et à la fragilité de la vie. Elle savait que cette affaire resterait dans sa mémoire comme un rappel poignant de la complexité des relations humaines et de la manière dont une amitié, aussi sincère soit-elle, peut parfois dépasser les limites de ce que nous pouvons contrôler. La dernière scène montrait Devin et Elias quittant la forêt, silencieux mais en paix avec eux-mêmes, et Caldwell restant derrière, contemplant le ravin et le chemin parcouru par tous. La caméra s'éloigna lentement, montrant la forêt dans sa totalité, le silence retrouvé, et le spectateur comprenait que la vérité, bien que douloureuse, avait été respectée et transmise avec humanité. La fin de l'émission laissait une impression durable. La vie est fragile, les émotions peuvent être puissantes, et la compréhension de la psychologie humaine est essentielle pour transformer la tragédie en leçon et pour permettre à ceux qui restent de trouver un chemin vers la paix et la réconciliation. Devin, Elias et la famille de Luke avaient vécu un enfer émotionnel, mais grâce à la perspicacité et à l'humanité de Caldwell et de son équipe, chacun avait trouvé un moyen de faire face, d'accepter les événements et de commencer un processus de reconstruction personnelle, avec la mémoire de Luke toujours présente, mais désormais transformée en un symbole de leçon et de souvenirs respectueux. L'histoire s'acheva sur une note à la fois triste et porteuse d'espoir. La perte de Luke avait marqué tous ceux qui l'avaient connu, mais elle avait aussi permis de comprendre la fragilité des relations humaines, la puissance de l'obsession et l'importance vitale de la communication, du soutien et de la compassion. La forêt, silencieuse et majestueuse, continuait à abriter les souvenirs de cette nuit fatale, mais elle reflétait désormais la possibilité d'un renouveau, d'un équilibre retrouvé et d'une compréhension plus profonde de l'être humain face à la peur, à l'amitié et à l'incontrôlable.